premier axe où on va plus spécifiquement étudier comment on trace une frontière. Ou alors, pourquoi on trace une frontière ou le tracé des frontières. Dans cet axe sur le tracé des frontières, on va étudier 3 points. Alors, premier point de cet axe 1, une frontière pour se protéger, et on prendra comme exemple le limes rhénan. Donc, une frontière peut avoir comme fonction de protéger un espace conquis et de marquer une limite au-delà de laquelle on n'ira pas. C'est le cas du limes rhénan. Alors, le limes rhénan, c'est quoi? C'est une frontière de l'Empire romain qui se situe au nord de la province de Germanica Magna, qui se trouve en gros, comme on le voit sur la carte, entre le Rhin et le Danube, le long du Main, ou du Main en allemand, et qui descend ensuite vers le Danube. Cette frontière, elle est fixée unilatéralement par l'Empire romain, parce que les conquêtes en Germanie n'ont pas été fructueuses. En effet, après la défaite, le drame de Varus, où 3 légions romaines ont disparu dans la forêt de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ, qui a fait dire à Auguste: Varus, rends-moi mes légions, mais les légions ne sont jamais revenues. Les aigles romaines, d'ailleurs, symbole de la légion, ont été retrouvés longtemps après dans la forêt de Teutobourg. Bref, la Germanie n'est pas un espace pacifié et pacifiable pour les Romains. Comme en fait référence d'ailleurs Astérix chez les Goths, que vous voyez là, où les Goths veulent piquer la potion magique aux Gaulois, et les Romains cherchent des Goths qui veulent kidnapper les druides dans la forêt pour avoir la potion magique. Bref, les Goths, c'est les peuples qui seraient en Germanie selon Astérix à ce moment-là. Bref, les peuples germains sont un peu plus complexes, que c'est une simplification Astérix bien sûr. Bref, et du coup, on veut pacifier cette frontière, et du coup, on met en place ce fameux limes rhénan. Alors, ce limes rhénan, on se demandera quelles sont pour l'Empire romain les fonctions de ce limes rhénan. Alors tout d'abord, le limes rhénan, c'est une frontière pour protéger le territoire conquis. Donc c'est une frontière militaire qui protège les invasions, qui a été définie de manière unilatérale par des Romains. Donc c'est un ensemble de palissades, de tours de surveillance, mais également de villes et de légions romaines qui sont mis pour pacifier et pour mettre en place la Pax Romana. C'est également une façon d'impliquer les peuples locaux, parce que le tracé géographique englobe les territoires qui sont conquis par les Romains au 1er siècle et protège finalement ces peuples locaux, comme les Ubiens, les Mattiaques, ou alors ces espaces. Alors ces espaces sont intéressants pour l'Empire romain parce que les champs d'écumates, qui correspondent en gros à la vallée du Rhin actuelle, sont des espaces extrêmement fertiles, mais également parce qu'il y a des peuples qui sont romanisés, en voie de romanisation, comme par exemple les Mattiaques, et dont Tacite parle de la grandeur du peuple romain la grandeur du peuple romain a traversé le Rhin, et elle fait référence à la romanisation de ces Mattiaques. Donc il y a une romanisation que l'on voit d'ailleurs au travers de la colonisation qui se fait sur cette zone-là, avec notamment la mise en place de colonies, comme Colonia Agrippina, d'ailleurs, qui a le nom de Cologne. Cologne, ça vient de colonie, Köln en allemand. Ou alors Regina Castra, qui est le Ratisbonne actuel, et en allemand Ratisbonne ça se dit Regensburg, et ça fait référence, Regensburg, ça fait référence à Regina Castra, qui est le château, une des forteresses romaines à l'extrême ouest du limes rhénan, trace actuelle de ce limes. Donc ces territoires conquis entre 73 et 89 sont protégés par Antonin le Pieux, qui met en place ce limes rhénan pour ces fonctions-là, pour protéger un territoire conquis. Cependant, c'est une démarcation que l'on ne doit pas voir comme une délimitation fixe. C'est plutôt un espace en voie de romanisation dont la frontière n'est pas totalement définie. En effet, les Sicambres, par exemple, comme peuple, sont de part et d'autre de la limes, et l'objectif des Romains est aussi de les romaniser. De plus, les peuples de cette zone-là sont plus ou moins romanisés. Certains doivent payer un tribut, donc un tribut c'est un impôt que les peuples sont soumis à payer aux Romains, d'autres non, par exemple. Et cela conduira d'ailleurs à la mise en citoyenneté en 212 par Caracalla de l'ensemble de ces peuples, et ces peuples conquis, et une façon de les mettre derrière le limes, c'est de les intégrer et de leur dire: vous faites partie de l'Empire romain. Par ailleurs, là où c'est une limite qui n'est pas tellement démarquée, c'est la présence des colonies, donc c'est des vétérans romains à qui on donne des terres sur cette zone-là, et ces vétérans romains échangent largement par-delà le limes rhénan,
Et cet espace est donc à considérer comme une marge, bien plus, et une zone d'échange, bien plus que comme une frontière fixe. D'ailleurs, ce limès rhénan permet de mettre en place un vaste réseau routier de part et d'autre de du limès, mais aussi le long pour circuler. Donc, ce limès rhénan, une limite après la pacification de cette zone-là pour marquer la fin de l'extension romaine, donc une frontière unilatérale, mais une frontière échange par l'acculturation que propose cette frontière par la romanisation des peuples locaux, mais également par euh, la romanisation et les échanges culturels qui se font autour de ce limès. Alors deuxième point de cet axe sur tracer les frontières pour se partager des territoires, et on va voir la conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique. Alors ici les frontières sont des lignes, et on va voir comment le linéaire est tracé lors de la colonisation. En effet, la colonisation africaine, c'est un mouvement qui débute au 19e siècle, d'abord impulsé par la France et l'Angleterre, mais qui s'accélère après 1870, et il y a une forme de course à l'appropriation de l'Afrique qui part des côtes et qui va vers l'intérieur de la part des puissances européennes. Donc pour régler cette compétition et fixer des règles à la colonisation, les Européens font une conférence à Berlin en 1885 dont l'objectif est de fixer ces règles et non de fixer des frontières. Les frontières se définiront a posteriori de la conférence, c'est ce que nous verrons. Donc on se demandera comment la définition des frontières africaines lors de la conférence de Berlin se déroule dans des rapports de force multiples et pourquoi et comment ces frontières ont perduré. Alors tout d'abord, dans les conquêtes coloniales, il y a une prééminence des Français et des Anglais qui commencent à coloniser dès les côtes dès la fin du XVIIIe siècle. Donc au début du XIXe, c'est le célèbre radeau de la Méduse de Jéricho, dont vous voyez le tableau là. Les Français qui partent à la conquête du Sénégal et de Saint-Louis, donc de Port-Saint-Louis, le port d'attache des Français au Sénégal au début. Et d'abord, c'est de simples comptoirs qui s'étendent ensuite sur des espaces plus larges. On peut prendre l'exemple également de la conquête algérienne, qui part d'Alger, puis qui progressivement va vers l'intérieur avec la lutte contre Abdelkader et les Ottomans qui le restent. Donc cette conquête fait l'objet d'une course, et ces deux puissances, que sont la France et l'Angleterre, ont déjà de larges empires et arrivent en puissance à la conférence de Berlin. Comme on le voit sur cette carte, en effet, c'est les Français et les Anglais qui, au début du XIXe siècle, ont la plus forte emprise en 1870. Ensuite, cette conquête est facilitée par la faiblesse des États africains. Bon, il n'y a pas de développement industriel et il n'y a pas d'État constitué solidement. Et en plus, les chefs locaux, on va avoir tendance à s'accommoder avec les colonisateurs, voire même à négocier avec eux, ce qui va faciliter la conquête. C'est le cas notamment de Pierre Salvador de Brazza, qui va s'acoquiner avec des chefs locaux pour s'approprier une certaine zone, revenir 2 ans plus tard, et la zone lui appartient, faire signer des traités aux chefs locaux, jouer des oppositions locales entre les chefs locaux pour s'approprier des espaces. De plus, en Afrique du Nord, la chute de l'Empire ottoman facilite cette conquête, notamment en Algérie, ou alors même en Égypte, pour les Anglais. Alors, en 1885, il y a une nouvelle donne, avant la conférence de Berlin, c'est que d'autres pays européens, dont l'Allemagne et l'Italie principalement, qui viennent de réaliser leur unité nationale, souhaitent avoir des colonies. C'est pour ça que Bismarck convoque cette conférence à Berlin, et il souhaite que la colonisation ne soit pas anarchique, et souhaite mettre en place des règles et des modalités de colonisation. Alors, dans un deuxième temps, la conférence de Berlin, comment elle fixe les frontières et comment elle essaye d'éviter les conflits entre les puissances coloniales. Alors, tout d'abord, première idée, c'est qu'il faut équilibrer les forces. Il faut rééquilibrer les possessions en fonction des forces européennes en présence. Il va y avoir des négociations entre les Européens pour savoir quel territoire appartient à qui. D'ailleurs, ces négociations ne s'arrêtent pas à la conférence de Berlin, puisqu'en 1911, la France cède à l'Allemagne de vastes territoires au Cameroun et au Congo, en échange du Maroc qui lui revient. Donc cela montre que là, on est dans un rapport de force et un rapport de négociation entre Européens qui conduit au tracé de ces frontières. Et la conférence de Berlin en est un autre exemple. C'est ensuite que le tracé de ces frontières, après la conférence de Berlin, n'est pas uniquement dans une logique géométrique comme le laissent penser ces frontières lignes droites. Ces frontières lignes droites sont liées à d'autres réalités, sont liées aux frontières internes aux empires coloniaux, notamment à l'empire français. Alors ensuite, on peut noter que le tracé de ces frontières africaines n'est pas totalement géométrique au début du XXe siècle.
En effet, on observe qu'une partie des frontières sont géométriques, certes, ce qui rassemble quand même 42% de ces frontières. Donc quand on parle de frontières géométriques, on parle de frontières ligne droite. Cependant, l'essentiel de ces frontières ligne droite se trouve en plein désert, principalement. Pour le reste, ce sont des frontières qu'on peut qualifier de frontières naturelles, à savoir des frontières hydrographiques, donc des fleuves, ou orographiques, donc c'est-à-dire des montagnes, ou des lignes de séparation des eaux. Donc 34% pour les fleuves et 13% pour les montagnes. Alors l'expression de frontière naturelle, on l'aime pas trop en géographie, parce que même si elle prend comme base quelque chose de naturel, la frontière, à savoir un fleuve ou une montagne, il n'aurait pas moins que c'est un construit de droit et qu'elle est négociée. Donc il y a de l'humain derrière, et donc elle n'est pas naturelle, elle est l'objet d'un rapport humain. Ensuite, ce qu'on peut également noter dans la construction de ces frontières, c'est qu'il y en a quand même 11% qui sont liés à d'autres critères, notamment des critères ethniques. Voilà. Enfin, la constitution de ces frontières africaines, elle est liée principalement aux statuts coloniaux et aux frontières internes aux empires. Alors déjà, il y a différents statuts coloniaux qui existent. Il y a le protectorat, la colonie ou le dominion. Alors, ces différents statuts coloniaux vont donner des frontières internes. Si on voit par exemple, donc la colonie, c'est un territoire qui est occupé et directement administré. Par exemple, l'AOF, c'est une colonie française, ou l'Algérie, c'est une colonie française. Alors, l'Algérie, c'est même une colonie plus, c'est carrément des départements français, c'est intégré au territoire. Mais il y a les colonies directes. Ensuite, les Anglais ont une colonisation un peu plus lâche. Donc, certes, ils ont des colonies, ils ont également des dominions. Donc, c'est une colonie qui est devenue autonome et qui reconnaît la souveraineté du Royaume-Uni. C'est par exemple le cas de l'Union africaine, donc ils font de l'Union sud-africaine, ou alors même de l'Égypte. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent la souveraineté du Royaume-Uni tout en ayant une forme d'indépendance. Le protectorat, c'est un peu pareil. En général, c'est pour la France. Donc c'est un territoire qui est théoriquement administré par les autorités locales, mais qui est sous le contrôle de la puissance administrative étrangère. Donc la France, elle a un protectorat au Maroc et elle a également un protectorat en Tunisie. Et donc du coup, il y a des frontières internes aux empires. On voit par exemple qu'entre le Maroc et l'Algérie, la frontière elle est maintenue, ou alors qu'entre l'Algérie et le Niger, la frontière elle est maintenue. D'ailleurs, la frontière entre l'Algérie et le Niger qui est importante ensuite, parce que à l'indépendance de l'Algérie, la France veut protéger la frontière avec le Niger. Enfin, dans un dernier temps, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces frontières africaines, elles ont survécu. Donc tout d'abord, après la conférence de Berlin, ce qu'il faut noter, c'est que les frontières coloniales, donc c'est le troisième point sur les frontières africaines, c'est qu'il y a une évolution des frontières coloniales au fil du XXe siècle et une installation définitive. Alors déjà, la conférence de Berlin, comme on l'a précisé, elle fixe des règles. Mais la création de règles du jeu ne fixe pas les frontières. En fait, les frontières, en réalité, elles sont fixées dans un rapport de force entre puissances coloniales et, par exemple, si vous voulez, entre le Nigeria et le Niger, donc par exemple entre la France et le Royaume-Uni pour cette frontière-là, c'est une frontière qui est négociée au sud la fin du sultanat précédent. Pareil au Soudan par exemple, donc là c'est un affrontement entre la France et le Royaume-Uni qui se termine par l'incident de Fashoda en 1899, dans lequel en fait le Royaume-Uni veut faire le lien entre le nord et le sud de l'Afrique, donc du Cap au Caire, et la France est-ouest de la Somalie à Dakar, et la mission Marchand qui est censée faire cette jonction pour les Français tombe face aux Anglais. Et finalement, le Soudan est donné aux Anglais, donc ce sont les Anglais qui vont coloniser le Soudan. Et donc, il y a un rapport de force dans la définition de ces frontières. De plus, ça va continuer. Il va y avoir des échanges entre les puissances coloniales. Donc, troisième point, l'évolution des frontières coloniales au fil du XXe siècle et leur installation. Donc, en effet, après la conférence de Berlin, les frontières se fixent par rapport de force. Alors tout d'abord, on va voir que la création de ces frontières, ou la création des règles du jeu de ces frontières, ne stoppe pas du tout la course à la colonisation, et que même c'est le début. C'est après 1885 en fait qu'on va se déclencher l'essentiel des conquêtes. Si on prend par exemple les missions françaises, qui sont les chanoines ou marchands, elles interviennent pour l'Afrique noire en 1890, dans les années 1890. Et pour les Anglais, par exemple, Park, Livingstone et Stanley, ou même Brazza, c'est juste avant, mais sont à la fin du 19e siècle. Donc la course à la colonisation s'intensifie en fait après la conférence de Berlin, et
là il y a un rapport de force entre les puissances qui se met en place. Bon, l'incident de Fashoda, c'est le meilleur exemple. D'ailleurs, cette colonisation sera extrêmement violente, donc comme le montre l'excuse de la soudanite, donc ce serait une maladie, une folie de violence qu'auraient certains colonisateurs, comme par exemple la mission Voulé Chouanouane. Cette conquête est extrêmement violente de la part des pays coloniaux. Alors ensuite, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des visions différentes de la colonisation entre les pays. La France a une colonisation forte, avec une administration totale en général, et même si la forme du protectorat est un peu moins forte, c'est une administration française qui est relativement rigide et qui laisse peu de place aux élites locales. C'est moins le cas pour les Anglais, qui vont être dans une reconnaissance des élites locales beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, rapport de force qui continue, en 1919, à Versailles, au traité de Versailles, quand les Allemands perdent leur possession, les frontières sont de nouveau modifiées. Et le Cameroun perd la partie qui lui était attribuée. D'ailleurs, Cameroun qui est partagé à ce moment-là entre les Français et les Anglais. Et du coup, d'ailleurs, Cameroun, par contre, gardera ses frontières externes. Voilà. Donc, le rapport de force ne s'arrête pas à la conquête coloniale et continue même à Versailles. Alors maintenant, peut-être le point le plus intéressant, c'est que les frontières se sont maintenues après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une résistance de ces frontières au temps et au changement de pouvoir. Ces frontières qui ont pourtant détruit souvent des frontières tribales ou des frontières ethniques, séparées des ethnies en deux, ont construit en fait un système économique qui est routier ou même de chemin de fer autour de centres, notamment portuaires, qui ont donné une certaine logique économique et administrative à ces États. Et après la décolonisation, ces frontières ont survécu. Si on prend par exemple un État comme la Côte d'Ivoire qui est ici, on voit que l'essentiel de l'organisation économique de la Côte d'Ivoire, notamment de l'agriculture, du cacao ou du café, est centrée sur les exportations liées au port d'Abidjan. Du coup, économiquement, il y a une certaine forme de logique à ces frontières qui a permis à ces frontières de survivre. Alors, ces frontières, elles ont quand même survécu de manière officielle, parce qu'elles perdurent depuis 150 ans, et à 90%, depuis la décolonisation, elles sont restées les mêmes. Alors tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en 1964, à la conférence d'Addis Abeba, les pays africains indépendants proclament dans l'organisation dans la création de l'Union africaine, d'ailleurs qui a son siège à Addis Abeba, que ces frontières sont intangibles. Et du coup, depuis 70 ans, les frontières, pourtant définies par les Européens coloniaux, sont maintenues. Et donc, alors que même ces frontières posent de nombreux problèmes, parce qu'elles séparent des ethnies, parce qu'elles définissent un fonctionnement économique qui était le fonctionnement économique colonial, et aussi parce qu'elles ont créé une forme de balkanisation de l'Afrique. Alors ça, il faut le comprendre, c'est qu'à la décolonisation, les frontières internes des empires coloniaux se sont manifestées par la création de pays. C'est-à-dire que comme on le voit sur cette carte, par exemple l'AOF, l'Afrique occidentale française, elle a conduit à une balkanisation de l'Afrique, selon l'expression de Léopold Sédar Senghor, qui craignait cette balkanisation. C'est-à-dire que la balkanisation, c'est quoi ? C'est quand on divise un empire en plein de petits pays, et il craignait cette balkanisation parce qu'il voit bien que ça va créer plein de petits pays faibles et peu puissants, qui sont par exemple la Haute-Volta qui devient le Burkina Faso, le Mali qui devient le Niger, etc. Et du coup, ces frontières internes aux empires coloniaux représentent une grande partie des frontières actuelles de l'Afrique. Bon, c'est également le cas pour le Soudan et le Kenya, qui faisaient une colonie, ou alors de la Rhodésie, qui ont des divisions internes, avec d'un côté le Zimbabwe et de l'autre côté la Zambie. Cette situation de décolonisation entraîne cependant la création de quelques nouvelles frontières, mais dans l'ensemble, ces frontières sont maintenues. Alors, c'est assez intéressant de voir cette situation de frontières, parce que c'est des frontières qui ont été créées par les Européens dans un rapport de puissance, de manière qui ne se sont pas fixées sur des éléments naturels, mais qui ont finalement fait l'objet d'une certaine forme de reconnaissance par le temps, vu qu'elles sont conservées aujourd'hui. Voilà pour les frontières africaines. On va maintenant passer aux frontières politiques avec la Corée. Alors, on en arrive au dernier point de cet axe, donc la frontière pour séparer deux systèmes politiques, la frontière entre les deux Corées. Alors tout d'abord, on va présenter la frontière entre les deux Corées en introduction rapidement. Donc les deux Corées, elles ont une frontière qui a été fixée en 1953 à la suite de la guerre de Corée qui oppose l'armée américaine sous mandat de l'ONU aux armées nord-coréennes soutenues par la Chine communiste, nouvellement communiste depuis 1949, et bien sûr aidée par l'URSS de Staline.
Donc c'est la première guerre issue de la guerre froide, et c'est pour ça qu'en fait, plus largement, ça nous invite à nous poser la question des frontières des systèmes politiques séparés pendant la guerre froide. Et la Corée n'est à ce titre pas le seul exemple, il y a le mur de Berlin sur lequel on reviendra. Donc la frontière coréenne, c'est la frontière actuellement la plus fermée du monde, et elle est issue de cette histoire-là. Elle oppose deux systèmes politiques, donc le système communiste nord-coréen, qui est une dictature militaire au nord, et une démocratie libérale au sud, qui est la Corée du Sud, qui est un pays très intégré au capitalisme, avec les grands succès que l'on connaît, notamment Samsung. Et donc c'est aussi deux systèmes économiques qui s'opposent, le communisme au nord et le capitalisme au sud. La Corée du Nord compte 26 millions d'habitants, la capitale c'est Pyongyang et le chef d'État c'est Kim Jong-un. La Corée du Nord s'est distinguée ces dernières années par l'envoi de missiles nucléaires. Et elle a été définie comme un pays de l'axe du mal par les États-Unis, par George Bush au début des années 2000. C'est toujours un pays qui est un peu au banc de la mondialisation et des relations internationales. Au sud, la Corée du Sud, c'est un pays hyper développé de 51 millions d'habitants, dont la capitale est Séoul, et qui est extrêmement dynamique économiquement, notamment dans les domaines navals, c'est le premier constructeur de bateaux au monde, mais également dans la téléphonie et dans l'économie numérique actuellement. Donc on se demandera comment les frontières des deux blocs lors de la guerre froide matérialisent la rupture entre deux systèmes politiques, et nous prenons principalement appui sur la Corée. Alors tout d'abord, si on peut commencer dans la guerre froide, il y a deux blocs au système opposé. Et l'opposition entre ces deux blocs justifie l'apparition de frontières fermées et l'apparition de frontières mûres. Et ça s'explique aussi par le fait que les frontières qui ne sont pas des frontières mûres, les marges en fait, les zones dans lesquelles on ne sait pas bien qui domine, sont lieu de conflits violents. Par exemple, le Vietnam, dans une moindre mesure Cuba, également par exemple la guerre civile en Grèce, ou alors le soutien des guérillas communistes, des communistes aux guérillas en Amérique du Sud, et donc dans ces marges, il y a des violences. Alors tout d'abord, l'opposition des deux blocs. Alors l'opposition, elle est importante. Alors déjà, chaque bloc est soutenu par un pays, d'un côté l'URSS dans le bloc communiste, les États-Unis de l'autre, mais c'est surtout le système politique et économique qui sont totalement différents. Alors si on prend le système politique, d'un côté on a la démocratie libérale, avec à la fois une libre élection des représentants et bien sûr une liberté d'expression et d'opinion, une liberté de presse notamment, alors que de l'autre côté, on a une dictature du Parti communiste et un système qui promeut, qui est celui d'un parti unique. Alors du côté, là où la différence est aussi flagrante, c'est d'un point de vue économique, c'est-à-dire que le capitalisme et la propriété privée sont la base du système occidental américain, système dans lequel la société est basée sur l'individu et l'individualisme, à savoir que le bonheur des individus doit être maximisé, et ceux-ci en étant propriétaires, en ayant leur liberté religieuse, sexuelle, peuvent arriver à ce bonheur, et donc la société est une somme d'individus. Cette société ne valorise donc pas l'égalité, mais valorise bien la liberté. De l'autre côté, on a une société qui valorise inversement l'égalité, où les individus font partie d'un tout, c'est un communisme, donc les biens appartiennent à l'État, l'État planifie l'économie, et l'économie est dirigée. Les individus sont donc des membres de ce tout, et il y a une certaine forme d'amour de l'égalité. Alors, une forme d'égalitarisme aussi, alors chaque bloc use d'une forte propagande pour discréditer l'autre. Donc on a deux modèles politiques qui sont totalement différents et opposés, et que rien ne rassemble. Alors cette opposition, elle se traduit du coup par des pactes militaires, le pacte de Varsovie signé en 1955 du côté du bloc communiste, et l'OTAN, ou alors le pacte de Rio ou le pacte de Bagdad du côté du bloc américain. Ainsi, les blocs ont une certaine forme d'hermétisme, et tous les pays du monde font partie d'un bloc ou de l'autre, et les pays qui ne font pas vraiment partie d'un bloc ou de l'autre, donc qui sont à la marge, sont justement les lieux de conflit. Aussi, deuxième point, quand il y a contact direct entre les armées de l'OTAN et du pacte de Varsovie, eh ben on est dans des frontières mûres pour éviter la guerre nucléaire. Parce qu'en effet, les Américains ont eu la bombe atomique en 1945 et les Russes l'ont en 1949. Aussi, tout contact entre les deux grands serait une guerre atomique. Pour éviter tout conflit, ces frontières mûres se développent. Donc il y a les deux plus connus, c'est le rideau de fer en Europe, symbolisé par le mur de Berlin dont nous allons parler tout de suite, ou alors en Corée par cette DMZ, donc cette Demilitarized Zone, qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. On va donc prendre rapidement l'exemple du mur de Berlin. Donc le mur de Berlin construit en 1961. Le mur de Berlin, pourquoi? Donc Berlin-Ouest est une île de la RFA, donc République fédérale d'Allemagne, qui est du côté du bloc américain, au milieu de l'Allemagne de l'Est. Aussi, rapidement, les Russes et l'URSS ne souhaitent pas maintenir cet îlot, et surtout souhaitent limiter la fuite des Allemands de l'Est vers Berlin.
Donc en 1948, il y a un premier blocus de Berlin qui est mis en place, et les avions américains ravitaillent Berlin pour maintenir Berlin dans le bloc occidental. C'est un soutien symbole, preuve de la volonté des Américains de soutenir la guerre froide. Bon, les Russes édifient un mur qui est terminé d'édifier en 1961, et Berlin est totalement isolé. Donc ce mur extrêmement hermétique symbolise bien ses frontières murs et ses frontières politiques, et c'est la chute du mur de Berlin, justement, qui marquera la chute du bloc communiste et la fin de ces frontières murs en Europe. Cependant, la Corée du Nord restera un modèle communiste, et le régime des Kim va se maintenir, et c'est pourquoi cette frontière est maintenue. Enfin, on peut remarquer que les conflits violents se développent aux marges dans les espaces qui sont des marges. Et là, ça nous montre bien que les frontières, parfois, sont des espaces et non des lignes. C'est-à-dire que tous les espaces en marge, qui ne sont pas définis comme appartenant aux deux grands, par exemple là où il y a une lutte d'intérêts et où il y a une certaine forme de tangence pour savoir qui va dominer cet espace, sont les lieux de conflits violents. C'est par exemple le cas du Vietnam et de la guerre du Vietnam, qui se déroule dans les années 60-70, dans lequel les Russes soutiennent le régime du Nord à Hanoï, dirigé par Ho Chi Minh, alors qu'au Sud, les Américains soutiennent le régime de Séoul et le Vietnam du Sud. Finalement, le soutien américain armé ne suffisant pas, les Américains interviennent directement avec les GIs, guerre d'ailleurs qui est soutenue par une forte propagande, qu'on a vu dans le thème sur les médias et l'information, avec la propagande américaine durant cette guerre-là. Et la guerre du Vietnam est finalement gagnée par le Vietnam du Nord. L'opinion publique américaine ne soutenant plus l'intervention, le président Nixon décide de retirer les troupes, et se termine par une défaite américaine et la prise de Saigon, qui devient Ho Chi Minh Ville dans le Vietnam du Sud. Et la guerre se termine totalement en 73, puis définitivement c'est acté en 75. Alors, sur cette carte, vous voyez l'ensemble des conflits aux marges. Il y en a aussi en Amérique du Sud avec l'intervention des guérillas communistes, et il y a d'autres conflits en marge. Alors maintenant, nous passons à la frontière coréenne. Pour la frontière coréenne, on se demandera comment se matérialise cette rupture entre deux systèmes politiques, parce qu'on a déjà expliqué l'opposition de systèmes politiques. Donc tout d'abord, elle se matérialise par une frontière qui existe dans la durée à partir d'une ligne de front. Donc c'est une ligne de front qui a été définie par traité en 1953 à la fin de la guerre de Corée, et on a pris la ligne la plus courte possible pour avoir le moins de frontières possible à séparer. Et cette frontière, elle a perduré dans le temps depuis 1991, malgré les discussions entre chefs d'État et les tentatives d'ouverture. Les deux États se satisfont de cette frontière. Il y a eu des rencontres en 2000 et 2012, et une dernière rencontre à la frontière en 2018, avec une traversée symbolique de la frontière entre les dirigeants. Néanmoins, donc cette frontière, elle se matérialise par une inscription dans le temps et une inscription historique par des traités et des rencontres. Ensuite, cette frontière se matérialise par une rupture géographique forte, qui est une rupture zonale, avec la création d'une DMZ, Demilitarized Zone, qui est une fermeture totale. Alors malgré le checkpoint présent sur la carte, c'est une zone démilitarisée de laquelle, les part et d'autre, les deux armées se font face et protègent, avec un ensemble de murs de barbelés, mais également de gardes et de tours de guet. Les tunnels d'incursion nord-coréens ont fait long feu, et cette frontière est stabilisée. On peut voir sur ce schéma l'explication de la frontière, vous pouvez le regarder. Et d'ailleurs, les élèves, je vous invite à faire des schémas pour essayer d'illustrer concrètement, plutôt que de rédiger vos exemples dans ce thème sur la frontière. Ensuite, pour finir, donc cette frontière se matérialise par un conflit idéologique avec des tensions. Les agressions à la frontière, ou alors les reproches qui sont faites entre les deux régimes, en sont le symbole. En témoignent les avancées et les reculs qu'il y a dans l'acceptation qu'ont les Nord-Coréens sur les visites des Sud-Coréens, et inversement. Et on voit on a vu dans le point précédent, donc je ne vais pas revenir dessus, que les régimes idéologiques sont totalement opposés, ce qui justifie cette fermeture totale des frontières. Cependant, cette frontière, dans ce dernier point, on peut voir que c'est une frontière qui est surmatérialisée et surcontrôlée, parce qu'elle ne peut pas être totalement fermée, du fait des relations familiales qui existaient antérieurement à cette frontière, mais également des intérêts économiques mutuels qu'ont les deux pays à se fréquenter l'un et l'autre. Donc voilà, on en a terminé avec cet axe sur les frontières.
On a vu qu'il y avait différentes façons de tracer une frontière. Premièrement, avec le limes rénan, une frontière peut être tracée unilatéralement pour être un limes, à savoir une limite à la fin de la domination. Ensuite, une frontière peut être tracée bilatéralement, quand les deux systèmes politiques sont d'accord pour être opposés totalement et fermer la frontière. C'est le cas des frontières pendant la guerre froide et des frontières mûres. Enfin, les frontières peuvent être tracées par une puissance extérieure qui définit les frontières, et même frontières qui peuvent perdurer alors que les frontières ont été placées par une puissance extérieure. C'est le cas des puissances coloniales. Le tracé des frontières est donc issu de fruits extrêmement différents, bien que les frontières aient une définition commune, comme on l'a vu en introduction. Merci d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt pour un nouveau tuto.